à la dernière présentation de cette session de l'après-midi avec Nicolas Ducrot du laboratoire Creatis de l'INSA, l'UCBL 1, CNRS, INSERM et UJM. Voilà, donc je regarde Bonjour, la j'espère que vous m'entendez présentation. bien. Ok, bonjour, merci Nicolas, bienvenue. Je vous laisse la main. D'accord, je vous remercie, merci pour l'invitation. Les travaux que je vais vous présenter sont principalement issus des fruits d'un projet ANR, d'un projet énergie-CJC, le projet Harmonie, et ce sont des travaux qui ont été réalisés en collaboration avec Antonio Lorente-Mur, Bruno Mancel et également Françoise Perrin. Alors, excusez-moi, voilà, c'est là. Alors l'imagerie optique computationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une façon alternative aux approches conventionnelles d'acquisition d'une image que j'illustre ici sur ce transparent. Donc si on cherche à effectuer l'image de cette souris ici, si on utilise un dispositif conventionnel, eh bien on va obtenir, représenté ici par l'appareil photo, bien, ce qu'on va obtenir directement, c'est l'image de droite, où on obtient directement sur le capteur l'image de la scène. L'imagerie computationnelle, c'est une façon d'acquérir la scène où on passe généralement par un algorithme de reconstruction qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que les données sont acquises dans un domaine qui n'est pas le domaine naturel des images, qui est généralement un domaine transformé, généralement un domaine dans lequel on regarde plutôt les fréquences. Donc, on acquiert par exemple la transformée de Fourier de l'objet ou d'autres transformations. Et il nous faut un algorithme de reconstruction pour remonter à l'image qui nous intéresse. Et comme vous pouvez le voir sur l'image qui est en bas à droite, eh bien, l'intérêt de ce type d'approche, c'est qu'on peut avoir accès à des informations qui ne seraient pas accessibles sur une image conventionnelle. Donc, sur l'image conventionnelle, notamment, on ne voit pas la présence des points rouges qui sont représentés sur l'image en bas à droite, puisque l'image en bas à droite, le système computationnel, eh bien, on a accès, par exemple, ici, à des longueurs d'onde auxquelles on n'avait pas accès dans le domaine conventionnel. On peut également avoir accès avec ce genre d'approche à un contraste qui est différent ou à une sensibilité qui est différente. Voilà l'intérêt de ce type d'approche. Alors voici ici le système que l'on a développé donc au laboratoire Creatis, qui est une caméra single pixel. Donc comment est-ce que ça fonctionne? L'objet est placé ici en haut à droite. J'espère que vous voyez bien ma souris. La lumière émise par cet objet va être projetée dans le plan d'une matrice de micro-miroir, un modulateur spatial de lumière, qui en fait est constitué, ce modulateur spatial de lumière, d'un ensemble de micro-miroirs qui sont représentés ici, qui peuvent basculer dans deux états. Donc disons, pour faire simple, soit à droite, soit à gauche. S'ils basculent à droite, ils vont pouvoir envoyer la lumière vers la fibre optique. Et s'ils basculent dans l'autre état, ils ne renverront pas la lumière vers la fibre optique. Et on ne verra donc pas ces pixels. Donc voilà comment on procède. Et lors de l'acquisition, ce que l'on fait, c'est qu'on va charger différentes configurations pour ces motifs-là. Donc cette matrice de micro-miroirs contient 1 million de micro-miroirs. On va charger une position pour chacun de ces micro-miroirs. Les motifs sont par exemple représentés ici. Donc blanc, ça voudrait dire qu'on va renvoyer la lumière vers le détecteur. Et puis noir, ça voudra dire qu'on ne va pas renvoyer la lumière vers le détecteur. Donc on charge ces différents motifs. Et pour chacun de ces différents motifs, on va mesurer différentes valeurs. Donc on charge par exemple le premier motif, on mesure cette première valeur 8. Deuxième motif, on mesure cette valeur 9. Troisième motif 2, etc. etc. Et c'est comme ça que l'on collecte nos images, nos données brutes, pardon. Lorsque l'on ne mesure pas simplement une valeur scalaire de 8, 7, etc., mais on mesure des spectres, on est en mesure, à partir de ces données brutes, de remonter ici au cube hyperspectral, donc avoir une image dans différentes tranches
spectrale. Donc ici, j'ai représenté 18 canaux entre 430 et 680 nanomètres. Voilà. Donc la problématique que l'on a, c'est que les données qui sont acquises sont des données qui ne nous donnent pas directement ce cube hyperspectral. Et donc on doit passer par l'acquisition ici que je vais modéliser. Donc l'acquisition, je vais mettre toutes mes mesures brutes. Donc à partir de maintenant, je vais laisser tomber la dimension spectrale puisqu'on pourra appliquer tous ces traitements indépendamment sur chacun des canaux, et puis je vais me concentrer sur l'aspect spatial qui lui est comprimé. Donc chacune des valeurs mesurées, je la mets dans un vecteur, le vecteur mesure. Je considère que j'ai grand M mesure, le nombre de motifs que j'ai affiché sur ma matrice de micro-miroir. J'ai une matrice P1 ici qui rassemble tous les motifs qui ont été chargés sur la matrice de micro-miroir. Donc j'ai M, grand M motifs qui chacun contiennent N pixels. Et mon modèle de formation d'image est très simple, c'est un problème linéaire, j'ai M égale PF. La problématique étant que pour gagner du temps, je vais acquérir un nombre de motifs qui est très faible devant le nombre de pixels de l'image que je souhaite reconstruire. Donc ça nous permet de gagner du temps puisqu'il y a moins de motifs à afficher. En revanche, ça va nous limiter très fortement la résolution spatiale de l'image qu'on va être capable de reconstruire. Donc c'est ce problème de reconstruction qui va nous intéresser par la suite. Donc le problème de reconstruction, tout d'abord, ce que je vais dire en premier lieu, c'est qu'il faut faire des choix pour les motifs qui sont affichés sur la matrice de micro-miroir. Ces motifs-là, dans la suite de l'exposé, je considère que je les prends parmi une base orthogonale. Par exemple, nous, par la suite, ce sera les motifs de Hadamard, mais on pourrait prendre des motifs de Fourier. Et que je note P1 les motifs qui sont acquis et P2 les motifs que je n'acquiers pas parce que je considère que je n'ai pas le temps de les acquérir. Une fois qu'on a fixé ces motifs-là, on a le problème de reconstruction qui consiste à remonter à l'image F ayant mesuré M. Donc classiquement, jusqu'à il y a 2, 3, 4, 5 ans, on procédait systématiquement par des approches qui visaient à faire de la minimisation sous contrainte. Donc on se donnait un a priori sur l'image, qui est ici mon R de F, que l'on allait minimiser de façon telle à ce que l'image reconstruite vérifie les mesures qui avaient été acquises. Donc pour cet a priori, ici R de F, on pouvait prendre des termes quadratiques qui conduisent à des solutions analytiques, ou des termes un petit peu plus compliqués, tels que des termes qui mettent en œuvre des normes L1, donc qui conduisent à des reconstructions de meilleure qualité, mais qui ont le gros défaut d'être très gourmands en temps de calcul, puisqu'il faut passer par des algorithmes de reconstruction itératifs. Donc plus récemment, il y a des méthodes qui ont été proposées, qui sont elles issues du deep learning. Donc là, la philosophie est différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre un modèle, dans la terminologie du deep learning, qui est noté ici h de θ. Ce modèle, quand on lui passe en entrée un vecteur mesure m, il nous sort une image, f. Et ici, toute la difficulté consiste à apprendre ce modèle h de θ à partir de données d'entraînement. Puis lorsque l'on aura une nouvelle acquisition M, dans ce cas-là, c'est très très simple, il suffit d'appliquer le modèle et on a immédiatement une image qui sort. Alors, se pose la question de l'architecture du modèle, quel type de modèle on va choisir. Généralement, ce qui est fait, c'est qu'on a des modèles de ce type-là, que je scinde en deux ici. Dans un premier temps, on a des couches dites Fully Connected Layer, donc des couches pleinement connectées qui connectent toutes les entrées à toutes les sorties, qui nous permettent d'envoyer le vecteur mesure M, qui est dans l'espace des mesures, dans l'espace image. Donc ici, on se retrouve avec un vecteur qui est dans Rn. Puis ensuite, derrière, on met des couches convolutionnelles agencées selon différentes architectures, des CNN, des UNet plus élaborées, mais des couches qui agissent dans le domaine image. Donc la grosse question, c'est voilà, comment choisir ces architectures-là, comment choisir nos modèles, et en quoi ces modèles-là nous donnent un certain nombre de garanties par rapport aux approches plus traditionnelles qui avaient des limites, mais pour lesquelles on maîtrisait bien tout ce qui se passait sur le plan physique et mathématique. Donc pour aborder ce problème, on a proposé de repartir d'une idée très simple et de regarder ce qui se passe quand on a un terme d'attache aux données qui est un terme quadratique, qui est la solution au sens des moindres carrés. Cette solution au sens des moindres carrés, elle est donnée par cette formule analytique ici en bas, qu'on a réécrit ici de cette façon-là pour montrer quoi? Pour montrer qu'en fait, on prend un vecteur y, qui est un vecteur mesure, dans lequel les mesures qui ont été dont on a fait l'acquisition, on dit qu'elles sont égales à m, et puis les coefficients qui n'ont pas été acquis, on les met à 0.
Une fois qu'on a fait ça, il reste à multiplier à gauche par P transpose pour obtenir notre solution. Mais la question qu'on se pose, c'est, bon, on a remplacé les valeurs qui n'avaient pas été acquises par des zéros, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Donc pour creuser cette idée, donc ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à la corrélation entre les coefficients. Donc nous, dans nos acquisitions, on acquiert les coefficients de Hadamard, donc la corrélation entre les coefficients de Hadamard. Et ce que je représente ici sur ce graphe, sur ce scatter plot, ici à droite, c'est pour chaque image d'une base de données, la valeur du coefficient de Hadamard numéro 2 en abscisse et la valeur du coefficient de Hadamard numéro 7 en ordonnée. Et on répète ça, donc chaque point ici est une image, on répète ça pour toutes les images de la base. Et donc ici, ce que l'on peut montrer, c'est qu'il y a une forte corrélation, il y a une corrélation en tout cas entre le coefficient de Hadamard numéro 2 et le coefficient de Hadamard numéro 7. C'est-à-dire que si je mesure par exemple la valeur 20 pour le coefficient de Hadamard numéro 2, il est très probable que la valeur du coefficient numéro 7 de Hadamard, qu'éventuellement je n'ai pas mesuré, soit égale à 10, alors qu'il est très peu probable qu'il soit égal à moins 15. Donc c'est ce genre de choses qu'on va vouloir exploiter par la suite. Donc si on raisonne comme ça, on dit qu'on va d'abord compléter notre vecteur mesure pour ensuite simplement reconstruire notre image en multipliant par P transpose. Eh bien, on se retrouve à calculer, donc on formalise les choses mathématiquement, on se retrouve à calculer une espérance conditionnelle. Et on a une formule analytique qui est donnée là, qui est une formule qui est linéaire. On a des produits matrices vecteurs, qui est une formule assez simple. Elle revient à centrer nos mesures M, en retranchant ici mu1 qui est l'espérance. Ici, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on divise par la variance des mesures, on multiplie par la covariance entre les mesures qui ont été acquises et celles qui manquent, et puis ensuite on recentre à nouveau les valeurs en ajoutant l'espérance mu2 des coefficients qui n'ont pas été acquis. Donc ça marche, cette formule analytique marche quand on peut faire des hypothèses gaussiennes. Si ces hypothèses gaussiennes ne sont pas vérifiées, on a quand même avec cette formule analytique le meilleur estimateur linéaire du problème qui est formalisé ici par l'espérance conditionnelle. Donc le lien maintenant avec le deep learning est le suivant. Dans nos architectures deep learning, donc comme je vous l'ai exposé précédemment, on a souvent deux étages, disons. Un premier étage où on passe de l'espace des mesures à l'espace image, puis ensuite des couches convolutionnelles. Et si on regarde un peu le nombre de paramètres que l'on doit apprendre, et bien on s'aperçoit qu'on a énormément de paramètres dans l'étage initial, qui vise à faire le mapping entre l'espace des mesures et l'espace image. 1 million ici, pour cet exemple tiré de la littérature, et seulement 4000 dans les couches convolutionnelles. Donc ce qu'on propose de faire, nous, en fait, c'est de geler cette couche-là pour qu'elle réalise la formule analytique que je vous ai présentée au transparent d'avant. Puisque, en fait, une couche pleinement connectée, une fully connected layer, elle sait implémenter des produits matrices vecteurs. Donc voilà ce qu'on a proposé en 2020. Donc simplement visuellement pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici une image de microscopie. La pseudo-inverse, donc simplement si on complète par des zéros, voilà ce que l'on obtient. Une approche, disons, traditionnelle où on minimise la norme 1 du gradient de l'image, on obtient ce genre de choses avec une amélioration du PSNR de l'ordre de 3 dB. Et si on implémente un réseau de complétion comme je vous l'ai exposé avant, on améliore encore les choses d'à peu près 1 dB par rapport à l'image qui a été obtenue avec la méthode ici on sait. On a ensuite prolongé ces travaux-là en s'intéressant à ce qui se passait quand on avait du bruit, puisqu'on s'est aperçu que si on employait le réseau précédent directement sur des images expérimentales avec du bruit, les choses ne marchaient pas de façon satisfaisante. Donc c'est des travaux qui ont été soumis à I3E TCI, qui sont sous HAL. Vous pouvez aller voir les détails si ça vous intéresse, mais je vais simplement vous illustrer les résultats. Donc voilà les résultats expérimentaux qui ont été obtenus. Donc ici j'ai à gauche une image que je considère comme étant la vérité, qui est une image qui a été acquise avec un temps relativement long. Ici je note delta t et puis on a acquis m, un coefficient de Hadamard. Et ici je regarde à droite ce que je peux obtenir en ayant un temps d'acquisition qui est 1/16e du temps d'acquisition qui est le temps de gauche et 1/8e du nombre de coefficients de Hadamard. Donc j'ai 8 fois moins de coefficients et chaque coefficient je l'acquiers 16 fois moins longtemps.
Donc voilà, en gros, ce que je peux obtenir. Première colonne ici au niveau des reconstructions, c'est ce qu'on obtenait si on utilisait le réseau qui n'avait pas la couche de débruitage. Donc ça marchait effectivement pas très bien. Et puis ensuite, on peut voir les différentes améliorations qui sont apportées par des réseaux avec des architectures légèrement plus complexes. Voilà, donc ici une autre image test avec pareil une accélération d'un facteur 1 sur 20, enfin une accélération fois d'un facteur 1 sur 20 du temps d'acquis, et puis pareil toujours on a un huitième des coefficients de Hadamard. Voilà ce qu'on peut obtenir. En conclusion, ce qu'on a proposé, c'est des réseaux pour la reconstruction d'images en imagerie computationnelle, et ces réseaux s'appuient sur certaines couches qui fournissent des solutions analytiques que l'on peut interpréter dans un cadre de reconstruction plus traditionnelle. Ce sont des réseaux qui, ça je ne l'ai pas vraiment montré, mais c'est une de leurs caractéristiques, qui permettent de s'adapter assez bien à différents niveaux de bruit, et notamment de prendre en compte le bruit de poisson. Donc on s'est débrouillé pour que tout ça marche très bien avec du bruit de poisson, ce qui n'est pas forcément facile à faire. On met en ligne à disposition nos codes, que ça soit en MATLAB pour l'instant, et puis bientôt en Python pour tout ce qui est réseau de complétion. Mais donc là, c'est pas encore en ligne, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, je vous donnerai l'accès à ce genre de choses. Et pour terminer les perspectives, donc on a des pistes pour améliorer nos algorithmes, notamment des schémas où on itère entre des traitements qui sont effectués dans le domaine image et des traitements qui sont effectués dans le domaine des mesures, avec des schémas itératifs. Voilà, toujours est-il, voilà, et des choses qui peuvent toujours s'interpréter en termes de méthodes de reconstruction d'images classiques. Et puis une deuxième piste qui est de traiter les canaux spectraux ensemble, et non pas de façon indépendante, qui est ce que l'on fait actuellement. Actuellement, on décompresse la partie spatiale, et puis on dit que pour la partie spectrale, tout peut être transposé de la même façon. Donc on pourrait avoir envie de traiter les canaux ensemble. Et enfin, dernier volet, qui est le volet applicatif, on veut appliquer ce genre de choses à de la neurochirurgie guidée par l'image, notamment l'image de la protoporphyrine 9, qui est un signal de fluorescence qui est utilisé en routine par les chirurgiens pour retirer des tumeurs du cerveau. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long.